Merci de préférer Ezawe TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 25 juillet 2021, 25 juillet 2025, exactement 4 ans déjà qu'est décédée l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo. Pour commémorer cet anniversaire de décès, une messe d'action de grâce a été organisée en son honneur à l'église Notre-Dame du Champ d'Oiseau à Cotonou. On en parle en début de cette édition. Le Bénin s'offre un nouveau cadre juridique moderne et adapté en ce qui concerne les associations et fondations. À ce sujet, les députés de la 9e législature ont délibéré et adopté une loi relative aux associations et fondations en République du Bénin. Que comprendre concrètement de cette nouvelle configuration? Élément de réponse dans ce journal. À l'échelle internationale, la France reconnaîtra formellement l'État de Palestine en septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU. L'annonce a été faite ce jeudi par le président français Emmanuel Macron. Elle rejoindra désormais plus de 140 pays qui ont déjà franchi le pas. Plus de détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. 4 ans déjà qu'a disparu l'ex-première dame du Bénin et ancienne députée Rosine Vieira Soglo. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée en l'honneur de l'illustre disparu. C'était à l'église Notre-Dame du Champ d'Oiseau à Cotonou. Je l'annonce au sommaire de cette édition, plus d'un siècle après l'adoption d'une législation coloniale dépassée, le Bénin s'offre un nouveau cadre juridique moderne et adapté à ces réalités. Ceci en ce qui concerne les associations et fondations. À ce propos, justement, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 9 juillet 2025 la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin. La teneur de cette nouvelle configuration dans cet élément que nous propose de suivre Romaric Djesugobeno. Le Bénin vient de franchir une étape importante dans la gestion de son tissu associatif. En juillet 2025, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi qui modernise profondément le cadre légal des associations et fondations. Ce texte remplace l'ancienne législation héritée de la colonisation, vieille de plus de 120 années et jugée inadaptée aux réalités actuelles du pays. L'objectif est d'assainir, structurer et professionnaliser un secteur devenu incontournable dans la vie sociale, culturelle et économique du Bénin. Depuis plusieurs années, le nombre d'associations et d'ONG a explosé au Bénin. On en retrouve dans tous les domaines, éducation, santé, environnement, culture et sport. Si cet engagement citoyen est salutaire, il s'est aussi accompagné d'une prolifération de structures peu ou pas actives, mal encadrées ou dont la transparence laisse à désirer. Face à cette situation, les autorités ont décidé de revoir en profondeur les règles du jeu. La nouvelle loi offre un cadre plus rigoureux, mais aussi plus adapté à la création et au fonctionnement des associations et fondations. La réforme repose sur plusieurs piliers essentiels, à savoir la clarification du statut juridique, la création d'un registre officiel, l'encadrement des financements, la reconnaissance des fondations. Une fois ces tests mis en place, les associations disposent de quelques mois pour adapter leur statut et procédures. Pour accompagner cette transition, des campagnes d'information, des ateliers de formation et des soutiens techniques sont envisagés. Cette loi marque une volonté claire
faire du secteur associatif un levier structurant du développement national. Elle vise également à éliminer les structures fictives, à professionnaliser les véritables acteurs et à restaurer la confiance entre la société civile, l'État et les partenaires techniques et financiers. En redonnant de la lisibilité, de la transparence et de la légitimité aux associations et fondations, le Bénin fait un choix stratégique, celui d'un engagement citoyen mieux encadré, mais pleinement reconnu comme pilier de la démocratie et du progrès social. On poursuit cette édition. L'association Les Ambassadeurs du Développement, l'AD, a distingué Sylvanus Aïssi. L'opérateur économique qui œuvre pour le développement du Bénin a reçu le trophée Africa Excellence Award 7e édition dans la soirée de ce jeudi 24 juillet 2025 à son domicile à Cotonou. Le reportage de Comlan Quentin Amousson. Pour remettre officiellement au nom du conseil d'administration de notre association votre distinction, c'est-à-dire le tableau d'honneur et le trophée. Une personne exceptionnelle, Sylvanus Aïssi, un opérateur économique qui œuvre pour le développement du Bénin. Ce sont ces actions qui lui ont valu une distinction des trophées Africa Excellent Award 7e édition. Je reçois ce prix avec d'autant plus d'émotion car cette cérémonie, bien qu'organisée dans un cadre plus restreint, revêt pour moi une signification particulière. Elle me rappelle que la reconnaissance, quand elle est sincère, elle n'a pas besoin de foule pour être profonde. Ce prix, je le reçois non comme récompense individuelle, mais une célébration collective de tous ceux qui, à mes côtés, croient et œuvrent chaque jour pour un Bénin plus juste, plus ambitieux et plus solidaire. Une initiative de l'Association des ambassadeurs du développement, l'AD. Africa Excellence Award pour nous, c'est une occasion de reconnaître à sa juste valeur les efforts des hommes et des femmes qui s'échinent de jour comme de nuit, qui se sont donnés comme objectif, comme mission de servir la société. Au nom de ces hommes, nous avons Aïssi Sylvanus Angelo, est une, pour ne pas dire pour nous, est une référence. Ce sont ces œuvres qui font aujourd'hui que notre association a décidé de l'honorer. Cette célébration honorifique vient confirmer tous les témoignages des proches connaissances et collaborateurs de Sylvanus Aïssi. J'ai pu découvrir en la personne, telle que l'a dit celui qui m'a précédé, le banquier, que M. Aïssi, c'est une personne qui est pugnace, qui a des idées à foison et qui surtout a une fibre humaine exceptionnelle dans le domaine social. Je vous avoue que c'est un battant. C'est un battant et comme je viens de le constater, ceux-là qui sont en train de célébrer aujourd'hui M. Aïssi, je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Cette distinction que reçoit l'opérateur économique a lieu le 23 mai dernier. Empêché, Sylvanus Aïssi reçoit donc ce trophée ce jour. La cérémonie s'est achevée par la présentation et dédicace du livre « Comment réussir brillamment les études » par son auteur Kokou Boris Ayagbe, secrétaire national à l'organisation de l'AD Association.
Le club des décideurs des systèmes d'information, en abrégé DSI Award, a lancé hier jeudi l'édition 2025. C'était en présence des partenaires, des autorités et quelques entrepreneurs dans un hôtel de la place. Le point de la cérémonie avec Francis Ola Farami. Aujourd'hui, c'est pour nous une quête perpétuelle de voir ce qui se fait dans notre domaine. La 5e édition des DSI Awards est ainsi lancée. Une compétition dont le but est de valoriser les innovations béninoises dans le domaine du numérique. C'est 2 journées d'activités intenses. La première journée, c'est la journée des activités intellectuelles, des conférences de débat, les panels. Et donc c'est au cours de ces activités-là que des solutions sont évoquées, des stratégies sont discutées avec des partenaires qui viendront avec leur expertise. L'année dernière, nous avons eu de l'Afrique du Nord, nous avons eu de la Côte d'Ivoire. Cette année aussi, nous réservons aussi de belles surprises pour cette journée d'activité. Après cette journée d'activité, nous avons la deuxième journée qui est une journée de récréative. Organisée par le club des décideurs des systèmes d'information, la distinction est basée sur des critères bien définis. Il faut être béninois ou béninoise, entreprise ou personne physique. Et il faut avoir une solution innovante qui a de l'impact dans l'écosystème aujourd'hui. Vous pouvez être de l'administration publique, vous pouvez être de l'administration privée, c'est-à-dire ou un start-up ou bien une entreprise de développement de solutions. Pour soumissionner, comme l'a dit tout à l'heure aussi dans la présentation, nous avons le site web dsiaward.bj. Le formulaire d'inscription est disponible sur cette plateforme-là. Vous pouvez aussi envoyer ça par mail dsiaward@dsiaward.bj. Pour l'édition 2025, le club DSI propose à ses lauréats de nombreuses innovations, des distinctions, le suivi après la compétition ainsi que diverses opportunités. Des innovations qui sont facilitées par ses partenaires. Aujourd'hui, nous marquons une étape définitive dans ce qu'on appelle la synergie entre institutions, organisations, sud-sud. Et encore plus dans le même pays, des organisations qui décident de travailler ensemble pour porter une vision, celle de notre gouvernement qui veut révéler le Bénin davantage. Et je crois que nous avons comme mission également de propulser cette ambition. Et vous le faites déjà si bien. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de novembre pour connaître les lauréats de la 5e édition des DSI Awards. On parle éducation à présent. La ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Toïfodé, a procédé à la nomination de plusieurs responsables pédagogiques et administratifs des établissements de l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Au total, 498 responsables pédagogiques et administratifs sont nommés à travers un arrêté ministériel en date du 24 juillet 2025 après avis du Conseil national de l'éducation. Selon l'arrêté, on dénombre notamment des chefs d'établissement, des censeurs adjoints, des chefs de service, des relations extérieures et de prestations de services, des surveillants généraux adjoints et des chefs blocs. On note notamment 154 chefs d'établissement pour 95 censeurs, 22 censeurs adjoints, 2 chefs de service de relations extérieures et de prestations de services, 112 surveillants généraux, 111 surveillants généraux adjoints et 2 chefs blocs nommés qui seront répartis sur l'ensemble du territoire national pour le compte de l'année 2025-2026. Direction la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le ministère public a requis ce jeudi 2 ans de prison ferme contre un détenu pour tentative d'évasion de la prison d'Agro-Misérété. Selon l'accusation, le détenu a récupéré le badge de l'un de ses visiteurs pour essayer de passer le contrôle pénitentiaire. Arrêté et convoqué à la barre, le prévenu a plaidé coupable et a reconnu l'infraction qui lui est reprochée. Il a confié avoir pris le badge de la visiteuse qui s'est précipitée vers l'entrée de la prison. Le substitut du procureur spécial a requis
24 mois de prison ferme à son encontre. Et puis on parle religion à présent. En islam, le deuil est une période de tristesse et de recueillement après le décès d'un proche. Il se manifeste par des pratiques spécifiques et des recommandations visant à exprimer la douleur, renforcer la foi et soutenir la famille en deuil. Comment surmonter et faire le deuil dans la religion musulmane? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe, El Hadj Bassirou Lassisi. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et de Francis Ola Farami. L'islam, une religion dans sa nature qui est complète, qui a abordé tous les aspects de la vie. Et l'un de ces aspects aujourd'hui, c'est le deuil. Le deuil en islam, c'est un moment de tristesse. Lorsque le musulman est décédé, selon la compréhension et la pratique islamique, lorsque nous avons eu une confirmation que ce dernier est parti définitivement et qu'il n'y a plus d'autre solution, l'enterrement doit être programmé immédiatement, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de vite enterrer nos morts. Il y a là une pensée islamique derrière tout cela, parce que lorsque le musulman est décédé et que son corps est toujours dans le monde des vivants et qu'il est là que l'esprit se promène toujours dans ce monde, c'est déjà une chose qui n'est pas bien appréciée par l'islam. Lorsque nous avons eu la confirmation qu'il est décédé, alors nous l'enterrons immédiatement. C'est pourquoi nous remarquons chez tous les musulmans que lorsque le musulman est décédé, dans quelques heures après, c'est déjà terminé, il est parti à jamais. Les moments que nous vivons après le décès, c'est compris en islam comme un moment de deuil. C'est un moment de tristesse, un moment où les proches et les parents vont avoir de quelques malheurs, peut-être le dire d'une manière, pleurer leur proche qui est parti. Et ce moment de deuil en islam varie de la situation ou bien de la personne, c'est-à-dire si c'est un proche, généralement ce moment de deuil ne dépasse que 3 jours. Après 3 jours, toutes les activités doivent être reprises. Oh, mais si c'est un mari qui est décédé, alors la femme doit passer 4 mois et 10 jours. Tous ces moments, ce sont des moments de tristesse et que certaines pratiques sont permises et d'autres sont interdites. Donc, pour nous dire que le deuil en islam, généralement, c'est un moment de tristesse, un moment où le musulman a toujours le cœur un peu brisé pour le départ de son proche, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous récompense. Dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre toujours l'islamologue et professeur de la langue arabe, El Hadj Bassirou Lassisi, qui se prononce cette fois-ci sur la durée du deuil et les différentes étapes que doit suivre une veuve pour respecter la durée prescrite par le Coran. Il est toujours au micro de nos reporters. Une femme mariée, c'est-à-dire que son mari est décédé, elle devient une veuve. Et cette femme doit observer 4 mois, 10 jours, selon les textes islamiques. C'est Allah qui le dit. Ici, nous disons que lorsque Allah nous demande de faire quelque chose dans le Coran et qui est compris directement, sans ambigu, alors nous devons respecter cela à la lettre. L'islam a demandé ceux qui partent parmi vos époux, alors vos femmes doivent observer 4 mois, 10 jours. Ces 4 mois et 10 jours, ce sont les moments de tristesse, les moments de deuil. Alors, en ce moment, pourquoi l'islam a demandé à la femme de passer ce moment de 4 mois, 10 jours? Bon, tout ce que nous allons dire, ce sont des analyses personnelles, des pensées personnelles qui peuvent être réelles, mais l'essentiel est que le mari qui est parti, la femme doit prendre ces moments d'abord pour prendre son repos, pour se calmer psychologiquement,
pour pleurer au moment où elle a envie de se rappeler de son mari, parce que nous savons que le corps de la femme et surtout son esprit, son âme est faible. Ou peut-être ce mari qui est parti pour lui, pour elle, lorsqu'elle se rappelle de lui, peut peut-être causer d'autres choses de malheur en elle. Alors si elle est dans le marché peut-être après le deuil et qu'elle se rappelle de cela, ça peut lui causer certaines choses qui ne seront pas peut-être bonnes pour elle. Alors en ce moment, elle est restée dans sa maison calme pendant une durée de 4 mois, 10 jours. Je pense que si elle a envie même de pleurer, elle va en pleurer jusqu'à ce que les larmes seront sèches. Donc pour ceci, d'autres aussi le disent sur le côté de la santé, c'est-à-dire lorsque cette femme est en ce moment, dans le moment de deuil, où elle ne se rapproche plus d'un homme, elle n'a plus de rapport sexuel avec un autre homme, c'est tout comme son corps du côté sanitaire se reprépare pour accueillir encore un autre homme. Comme nous le savons, l'islam ne permet jamais à une femme d'avoir des relations sexuelles avec 2 hommes. Ça là, c'est interdit catégoriquement. Et aussi, cela est interdit pour la santé de la femme. Alors, en ce moment, la femme peut recueillir beaucoup de choses, récupérer sa santé, psychologiquement se rétablir et après cela, commencer une nouvelle vie, chercher à se remarier avec un autre homme. Ou alors, c'est Allah qui connaît parfaitement les raisons pour lesquelles il nous a demandé de passer ces moments de deuil de durée de 4 mois et 10 jours. On parle sport à présent. La finale de la phase nationale du championnat U15 a été remportée ce jeudi 24 juillet 2025 par le centre d'excellence de Misrete. L'équipe s'est illustrée en battant Kalala FC de Djougou sur le score de 1-0 au stade Omnisport de Goro à Abomey. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 28e minute par Rivaldo Meveillon, bien servi par Kevin Nounayon. Hors de nos frontières à présent, en République démocratique du Congo, le procès très attendu de l'ex-chef d'État, Joseph Kabila, s'est ouvert ce vendredi 25 juillet 2025. L'ex-chef d'État, dont les immunités avaient été levées par les sénateurs en mai dernier, devrait comparaître dans la matinée de ce vendredi devant la justice de son pays. Absent à l'audience, l'affaire a été renvoyée au 31 juillet prochain pour permettre aux avocats de la partie civile d'accéder aux pièces du dossier. Sur l'extrait de rôle qui annonçait le début du procès en République démocratique du Congo, pour ce vendredi, les charges retenues contre l'ancien président Joseph Kabila sont entre autres la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation à force ouverte de la ville de Goma. Des accusations qui avaient déjà été dévoilées lors de la procédure de levée des immunités devant le Sénat. Un dossier d'accusation qui s'appuie notamment sur la présence de l'ancien chef de l'État à Goma, ville sous le contrôle des rebelles. Direction le Cameroun à présent, c'est un nouveau rebondissement concernant les Lions indomptables et la démission de Marc Brice, l'entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise. Sur 2 pages, Samuel Eto'o s'insurge contre les insinuations de manipulation qui font croire que c'est la fédération qui aurait orchestré la démission du sélectionneur. Pour la FECAFOOT, il y avait bien un motif de vexation de la part du sélectionneur sur ses arriérés et c'est ce qui a conduit
à la décision unilatérale de rupture de contrat. La FECAFOOT avait déjà déclaré avoir pris acte de la démission du technicien belge et considère ainsi qu'il n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale de football. Toujours à l'échelle internationale, on part en France à présent. Le pays reconnaîtra formellement l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale de l'ONU. L'annonce a été faite ce jeudi par le président Emmanuel Macron. Elle rejoindra plus de 140 pays qui ont déjà franchi le pas. D'autres pourraient suivre le mouvement, mais au sein de l'Union européenne, la question fait débat. Du côté de l'Allemagne, un porte-parole du gouvernement a affirmé que Berlin ne prévoyait pas de reconnaître un État palestinien à court terme. L'Allemagne reste attachée à la solution à 2 États, mais pas à travers la reconnaissance unilatérale. La France espère que d'autres pays européens pourront emboîter le pas. À cet effet, le pays organise la semaine prochaine à New York une conférence ministérielle sur le sujet. Une quarantaine de pays devraient y participer. Pour rappel, au sein de l'Union européenne, 12 pays sur 27 reconnaissent la Palestine comme un État souverain. Pour l'heure, le gouvernement britannique affiche une autre priorité, à savoir la famine à Gaza et le cessez-le-feu. À ce propos, le Premier ministre a convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants français et allemands pour discuter des possibilités de toute urgence pour arrêter les massacres. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée et bon week-end en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.